Et salut à tous, amis bidouilleurs et bidouilleuses. En premier lieu, je voudrais vous faire part de l'agréable surprise qu'a été cet épisode sur la densité énergétique. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à autant de vues et pas du tout à autant d'enthousiasme en fait. Il y a eu beaucoup de retours positifs et un nombre de vues qui a explosé les records de ma modeste chaîne. Bon, il y a le mot Tesla dans le titre, ce qui a eu pour effet d'attirer un certain nombre de personnes, mais je pensais pas que ça attirait autant de monde. Et au-delà de l'effet buzz, je pensais sincèrement que cette vidéo serait dans la moyenne des autres vidéos, au niveau des retours comment on fait, du nombre de commentaires, etc. Après tout, je parle de densité énergétique, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur sur YouTube, comme quoi j'ai eu tort, et ça incite à continuer et à produire du contenu le plus qualitatif possible. Bref, merci pour ça, et j'espère que ce que je ferai par la suite vous plaira tout autant. Je voulais revenir dans ce vlog sur certains points que j'ai pas pu aborder dans ma vidéo faute de temps, et aussi revenir sur quelques erreurs, parce que oui, on fait toujours quelques erreurs. Je vais revenir sur les commentaires que vous m'avez fait, alors bien sûr, j'ai pas pu tout lire, il y avait beaucoup trop de commentaires, donc j'ai repéré quelques trucs et puis je vais répondre à ça. Bon, commençons par les bourdes, parce que j'ai fait une erreur de pourcentage en ce qui concerne les centrales électriques au bois. J'ai parlé de 70% de rendement, ça c'est pour les centrales à cogénération, c'est-à-dire qu'elles produisent de l'électricité et de la chaleur pour les maisons aux alentours. Donc elles ne convertissent pas 70% de l'énergie potentielle du bois en énergie électrique. C'est en réalité plus aux alentours de 30% de l'énergie potentielle du bois qui est convertie en électricité, et le reste de ces 70% part en chaleur pour chauffer les maisons aux alentours. C'est une erreur d'inattention quand j'ai écrit le script. J'ai cherché le rendement des usines de production d'électricité à partir de bois sur le site d'EDF, et bien sûr, il donne le rendement total, chaleur plus électricité, parce que ça fait mieux de dire 70% que 30% de rendement, et il n'y a pas le détail des deux. Alors bien sûr, après, en cherchant un peu plus, on trouve le détail des deux, mais vu que c'était juste un exemple que je donnais comme ça, et au final, le chiffre est pas si important que ça, c'était juste pour illustrer la notion de rendement, je suis pas allé chercher plus loin que ça. Voilà, c'est une erreur d'inattention qui s'est glissée dans le script. Je remercie donc Maxence pour son commentaire et à tous ceux qui ont relevé cette erreur. Autre point, et je remercie Marc Joly pour son commentaire de mise au point sur le fait que oui, le pétrole n'est pas une source énergétique en lui-même, c'est bien une énergie potentielle, et que les masses données ne prennent pas en compte les réactifs, à savoir la masse d'air ou d'oxygène nécessaire pour faire la combustion d'un hydrocarbure, par exemple. Autre point sur le rendement des moteurs à explosion, c'est compliqué de donner une valeur précise, car un moteur thermique, qu'il soit à combustion interne ou à combustion externe, voit son rendement énormément varier en fonction de la température ambiante. Ça dépend aussi de la pression atmosphérique, et aussi ça dépend énormément du type de conduite. Une conduite urbaine aura par exemple un rendement assez pourri, car on n'est pas dans les meilleures zones d'efficacité du moteur. Bon, je peux expliquer quelques détails. Pourquoi j'ai pris le rendement de 99% pour une voiture Tesla? Évidemment que c'est pas 99%, évidemment que c'est moins de 99%, ça doit être 95, 93%. Enfin bref, c'est pas bien grave. Un des messages que je voulais passer, c'était de dire que le pétrole a une densité énergétique absolument exceptionnelle et que c'est très difficile d'égaler cette densité énergétique dans le cas des batteries. Patience aussi qui a mis un commentaire en disant que pour se rendre compte de l'énergie potentielle, on peut parler d'énergie cinétique, et donc il a donné quelques chiffres. C'est vrai qu'on peut utiliser l'énergie cinétique. En plus, je me suis creusé la tête, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux utiliser pour qu'on se rende compte vraiment de ce que c'est que de l'énergie, et j'ai pris un grille-pain. Après, maintenant, après coup, je me rends compte que c'était un peu con, et j'aurais dû prendre justement de l'énergie cinétique, l'impact d'une voiture lancée à X km/h, un certain nombre de rugbyman lancés en sprint, etc. C'est vrai que c'est une très bonne manière de comparer les quantités d'énergie, et je vais retenir l'idée pour l'utiliser dans d'autres vidéos. Enfin bref, c'est le problème d'être seul en fait à écrire et d'être seul à monter, quoi. C'est qu'on se rend pas compte des fois que oui, il y a une comparaison qui est beaucoup plus évidente et on l'a pas faite, quoi. L'autre point que je voulais vraiment mettre au clair, mais qui a été bien reçu par tout le monde, mais au moins c'est pour être très clair, c'est le message de la vidéo. Le but, et je le répète, vous avez été nombreux à le saisir, c'est pas de défoncer Tesla ou de prouver que les batteries c'est de la merde. Faut arrêter en fait de vouloir toujours polariser les choses. Mon objectif ici, c'était pas de dire oui, les voitures électriques, c'est pas l'avenir, c'est de la merde, etc. Il y en a quand même certains qui l'ont perçu comme ça. Je voulais simplement donner des chiffres en termes de densité énergétique. Parce que je me suis rendu compte, avec le sondage que j'avais fait sur Twitter, alors sondage qui n'est pas représentatif bien sûr, mais qui donne une idée par rapport à ceux qui me suivent, qu'il y avait quand même pas mal de gens qui pensaient que la densité énergétique était équivalente au pétrole. Une batterie, pour l'instant, c'est une densité énergétique assez faible. Ça ne veut pas dire que c'est de la merde, etc.
Ça veut juste dire que ça a une densité énergétique assez faible. Ces chiffres ne font pas tout, mais ils sont utiles. Quand on parle d'énergie, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Pour les batteries, il y a la densité énergétique qui est importante pour les transports à roues, comme les voitures, critique pour les transports aériens, et beaucoup moins problématique pour le stockage fixe, on va dire. Pour équilibrer un réseau électrique national, on peut construire des hangars avec des milliers de mètres cubes de batterie, c'est pas le poids ou la taille qui pose problème. Dans un hélico, en revanche, c'est plus important. C'est pour ça que j'ai axé ma vidéo sur le transport. J'ai parlé un poil du stockage énergétique pour le réseau, mais vite fait. J'ai plutôt axé sur le transport parce que c'est dans le transport que la densité énergétique est un facteur, à mon avis, plus important. J'ai donc eu pas mal de commentaires sur le fait qu'il faudrait que je parle du taux de retour énergétique. En effet, c'est un des facteurs extrêmement importants à prendre en compte. Alors, dans cette vidéo, je vais donner quelques chiffres, mais je vais pas parler en détail du taux de retour énergétique ou des émissions de CO2. Chaque point mérite une vidéo à part entière, de ma part ou de la part de mes collègues vidéastes. On peut commencer par le taux de retour énergétique, ou le EROEI en anglais, qu'on peut traduire par retour sur investissement énergétique. C'est le rapport de combien d'énergie je produis avec un truc, sur combien d'énergie il m'a fallu pour fabriquer ou extraire ce truc. Prenons un exemple, le pétrole actuellement a un taux de retour énergétique entre 10 et 15. Ça veut dire qu'il faut l'équivalent d'un baril de pétrole pour extraire entre 10 et 15 barils de pétrole. Alors, je parle bien d'équivalent baril de pétrole, parce que pour extraire du pétrole, on peut très bien utiliser de l'électricité, par exemple. L'idée, c'est de comptabiliser l'énergie globale utilisée pour l'extraction. Si on regarde les estimations que j'ai trouvées, lien dans la description, tout ça, pour le taux de retour énergétique du pétrole, on pourrait passer en dessous des 5 entre 2050 et 2075, en fonction des estimations. Donc, comme je le disais dans la vidéo, le souci, c'est pas la fin du pétrole, c'est la fin des ressources facilement exploitables. Alors, le truc avec ce chiffre, c'est qu'il faut faire attention à ne pas comparer des taux de retour énergétique qui ne sont pas calculés de la même manière. Par exemple, on peut calculer le taux de retour énergétique pour l'extraction du pétrole ou pour le diesel. Dans ce cas, le raffinage est pris en compte. Pareil pour les pétroles dits non conventionnels, il faut faire attention à comparer des chiffres issus des méthodes de calcul similaires. Si ça vous dit, on pourra faire une vidéo sur les différents taux de retour énergétique. Il faut juste que je trouve le temps de la faire, donc ça risque de pas être pour tout de suite. Je précise au passage que Rodolphe, qui anime la chaîne Le Réveilleur, fait ce boulot-là avec une précision chirurgicale quand il parle d'énergie. Il parle toujours de taux de retour énergétique, etc. Et là, il va attaquer une série sur le stockage énergétique. Donc il dira beaucoup plus de choses sur les batteries que moi j'en ai dit dans ma précédente vidéo. Et je vous conseille vraiment de suivre sa chaîne si vous êtes intéressé par l'énergie ou même le climat et on va dire le changement climatique actuel dans sa globalité. Voilà, c'est le type de chaîne qu'il faut pousser en avant parce que vraiment il fait un travail de très très bonne qualité. Bon alors j'en étais où moi? Oui, les batteries. Si actuellement le taux de retour énergétique du pétrole est entre 10 et 15, à combien sont les batteries? Eh bien, les batteries, peu importe lesquelles, ont un taux de retour énergétique inférieur à 1. Alors attendez 2 secondes avant de lâcher un commentaire, je fais un effet de surprise pour relancer l'intérêt du spectateur. C'est une technique pour... Enfin bref. Et oui, parce qu'une batterie, c'est pas de l'énergie potentielle, c'est un contenant pour stocker de l'énergie. C'est l'équivalent de cette bouteille qui contient du pétrole qui ressemble à de l'eau. Alors oui, à moins de se chauffer en cramant directement les accus au lithium. Bon, Samsung a essayé et ça marche pas très bien. Donc ce qu'il faut calculer pour une batterie, c'est pas le REOEI, mais le ESOIE. Et ouais, c'est quelle quantité d'énergie je peux stocker tout au long de la vie d'une batterie sur la quantité d'énergie nécessaire pour la fabriquer. On ne compare pas la quantité d'énergie restituée versus l'énergie nécessaire à l'extraction, mais la quantité totale d'énergie stockée tout au long de la vie du dispositif versus l'énergie nécessaire à sa fabrication. Bon, pour que ça soit plus léger, je vais continuer à parler de taux de retour énergétique parce que ESOIE, c'est pas très parlant. Pour les batteries au lithium, j'ai trouvé un taux de retour énergétique entre 10 et 32 en fonction des sources. Une batterie de ce type pourra alors stocker en moyenne entre 10 et 32 fois l'énergie nécessaire à sa fabrication. Bien sûr, ce chiffre évolue assez vite, car il y a beaucoup de constructeurs qui essayent d'améliorer les process de fabrication et les performances des batteries. Si par exemple on trouve un moyen de produire une batterie avec beaucoup moins d'énergie, automatiquement le taux de retour énergétique de la batterie augmente. Il n'y a pas besoin juste d'augmenter sa densité énergétique, par exemple. Mais au-delà de la question du taux de retour énergétique, il y a aussi la question de l'émission de CO2 des dispositifs, ce qui est encore autre chose. Alors, s'il faut de l'énergie pour produire des batteries, ça veut dire qu'on émet potentiellement du CO2 pour les fabriquer. Le but étant que le système qu'on étudie, par exemple une voiture électrique, ait une émission globale de CO2 inférieure à une voiture à pétrole.
Sinon, on se ferait un petit peu chier pour rien, hein, parce que le but, c'est quand même de baisser les émissions de CO2. Mais le problème, c'est qu'une voiture électrique consommera plus de CO2 en fonction du pays où elle roule, parce qu'une grosse quantité de l'énergie consommée par la voiture n'est pas l'énergie nécessaire à sa fabrication, mais l'énergie nécessaire pour la faire rouler. Or, si pour caricaturer, on roule dans un pays où l'électricité est produite à partir de gaz et de charbon, le bilan CO2 de la voiture sera supérieur à la même voiture dans un pays où l'électricité est produite à partir d'énergie nucléaire, par exemple. Bref, il existe une analyse pour les voitures, hein, c'est l'analyse dite du puits à la roue. On va comptabiliser les émissions de CO2 pour toute la chaîne d'approvisionnement d'une voiture électrique, et pour une voiture qui fonctionne aux hydrocarbures conventionnels, plus bien sûr les émissions de CO2 de la voiture en elle-même quand elle roule. Donc pour une voiture électrique, les émissions de CO2 quand elle roule, c'est 0, alors que pour une voiture à l'hydrocarbure, quand elle roule, elle émet énormément de CO2. Ce qu'il en ressort, c'est une moyenne d'émissions de CO2 sur une distance parcourue. Alors là encore, ça mériterait une vidéo sur le sujet de ma part ou d'autres collègues. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Voici les résultats d'une étude faite sur plusieurs continents qui prend en compte les émissions de CO2 sur les voitures de type luxueuse, catégorie dans laquelle figure la Tesla Model S. La conclusion de l'article l'indique bien, l'émission de CO2 d'une voiture électrique varie énormément en fonction du type de production d'électricité. En Asie, par exemple, les pays ont un mix avec plus de centrales au charbon ou au gaz. Les lignes en pointillés indiquent les émissions de CO2 pour les voitures de catégorie équivalente roulant au diesel, et attention, je parle bien de voitures de catégorie équivalente. Donc là, on prend des voitures de type luxueuse, on ne prend pas des Twingo. Les variations en fonction des pays sont négligeables pour ces dernières, car les méthodes de transport et de raffinement du pétrole sont très similaires dans le monde, et la grosse majorité des émissions de CO2 sont dues à la voiture en elle-même, et pas à la méthode de production ou à la méthode de transport. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il existe quand même certains cas où rouler avec une voiture électrique émet indirectement plus de CO2 qu'une voiture au diesel classique. Et ça en dit long hein, sur la présence encore massive de charbon dans le mix énergétique de certains pays. Ce genre de graphique montre donc l'influence du mix énergétique dans l'émission de CO2. Et elle est loin d'être négligeable, hein, comme on le constate. On notera quand même qu'une voiture électrique sera la plupart du temps plus efficace en termes d'émissions de CO2 par rapport à une voiture équivalente tournant au diesel. Et on peut dire qu'en France, nous avons une des électricités les moins carbonées d'Europe, donc une voiture électrique aura un impact global bien plus important que dans certains pays d'Asie par exemple. Alors, bien sûr, on peut tirer facilement des conclusions, mais il faut prendre en compte d'autres facteurs. Et d'ailleurs, l'étude que je cite là le précise bien dans sa conclusion. Par exemple, il faut aussi prendre en compte que le fait que la voiture électrique va rouler en ville, et que quand elle roule, elle ne dégage aucun CO2, va permettre, par exemple, de diminuer le taux d'émission de particules et de diminuer la pollution en ville. Or, en ville, c'est là où on a le plus de concentration de population, et c'est donc là où on peut avoir le plus de maladies respiratoires. Ce que j'ai essayé là dans ce vlog, c'est de vous montrer un petit peu les subtilités de ce genre de chiffres, et vous voyez qu'il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Par exemple, je trouve plus pertinent de comparer des types de voitures que tous les véhicules entre eux. Une Tesla, c'est une grosse bagnole, et c'est cool, hein, les grosses voitures, mais c'est aussi plus lourd, et donc ça consomme plus d'énergie, et ça émet plus de CO2. Ne parlons même pas des SUV. Hein. Peut-être faudrait-il se pencher sur des petites voitures. Enfin bref, ce que je voulais montrer, c'est que le dossier bagnole est loin d'être simple, et qu'il faut aborder la question plus en détail. Et finalement, comme le dit Exter dans les commentaires de la dernière vidéo, la seule énergie propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Enfin, si on veut être tatillon, il faudrait dire la seule exergie propre est celle qu'on ne consomme pas, car l'énergie, elle, on ne fait que la transformer. Bon, je dis ça pour faire mon chieur. Hein. En attendant, je vous dis merci pour tout, bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne, et je vous dis bonne fête et bonne année. Si tout va bien, il va y avoir du nouveau sur la chaîne en janvier, je vous tiendrai au courant. Je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Thank you.